On va commencer par... et puis là, on va illustrer un petit peu... puisque vous, Madame Autobrine, donc vous travaillez chez Pôle emploi. Oui, c'est ça. Et vous êtes vous-même porteuse d'un trouble 10. C'est ça. Et vous avez mobilisé, enfin vous avez été accompagnée par un petit peu toutes ces personnes qu'on vient de voir. C'est ça, exactement. En fait, je suis Marina Autobrine, je travaille... Voilà. Je travaille au Pôle emploi depuis des années. Et donc, je vais vous raconter mon histoire un peu brève. Je suis dyslexique, dysorthographique. J'ai été diagnostiquée en 6e à peu près. Comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, en fait, j'ai été accompagnée tout le long de ma scolarité par l'orthophoniste, des heures et des heures. On a passé le bac ensemble, on a passé plein de bons moments. Et en fait, après, ça s'est arrêté. Donc pendant des années, j'ai compensé, j'ai caché, je me suis cachée, jusqu'à ce que j'ai mon petit garçon. Alors Marc-Antoine, qui est lui atteint de... Excusez-moi, ça m'arrive. Lui, il est dysorthographique, dysgraphique et dysorthographique. Et en fait, j'ai entendu parler de l'unité de bilan. Et en fait, je demandais à un petit garçon de 9 ans de lui expliquer qu'en fait, c'était rien et qu'il fallait juste qu'il assume. Qu'il y avait plein de tests, qu'on allait passer plein de choses, qu'on allait faire plein de choses pour lui. Et au final, je me suis dit que je lui demandais à lui d'assumer alors que moi, je n'assumais pas. Je l'ai caché pendant des années et je me suis dit, on va se lancer ensemble. Donc, c'est là que j'ai rencontré toutes ces belles personnes. On a passé plein de tests, on les a passés tous les deux ensemble et on est arrivé à mettre en place ma compensation. Donc, j'ai, grâce à Pôle emploi, une compensation qui a été mise en place. Pour que ça soit matériel ou voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, on nous a rabâché parce que je fais partie de la génération qui n'est pas diagnostiquée, donc que en fait j'étais fainéante, l'école c'était pas fait pour moi. Si je les avais écoutés, j'aurais arrêté l'école en 3e. Je rentrais pas dans les cases en fait, c'était pas possible. Donc heureusement, grâce à ma famille, j'ai quand même persisté, j'ai pu faire des études supérieures. Donc j'ai passé mon BTS. Et là, ce qui m'a fait le plus mal, donc c'est à l'âge de 19-20 ans, quand on a notre vie devant nous, que j'ai voulu m'inscrire à la fac et qu'on m'a dit mais c'est bon, t'es déjà arrivé là où tu crois aller, tu iras pas plus loin. Donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté les études et j'ai commencé ma vie professionnelle. Donc je suis rentrée à Pôle emploi. Pendant des années, il y avait un poste qui m'intéressait beaucoup, mais en fait, il n'était pas fait pour moi parce que c'est un poste où il y a toute la partie réglementaire à apprendre. Puis ça voulait dire aussi prendre des responsabilités, avancer dans la vie. Et en fait, je me la sentais pas jusqu'à ce que j'ai cet accompagnement. Donc avec les outils, avec l'aide de Sylvain et de mon fils, parce que c'est lui qui m'a énormément fait grandir dans tout ça, j'ai eu tout cet aménagement et j'ai réussi à avoir mon poste. Donc aujourd'hui, je suis référente métier. Je suis responsable et voilà. Et je remercie Catherine. Merci. Est-ce que vous pouvez juste décrire, pour illustrer un peu, quand vous dites vos compensations, en gros, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mise en place? J'ai un outil qui s'appelle Dragon, qui corrige. Ce que tu disais. Ouais. Donc j'ai un casque. En fait, je parle à mon ordinateur. Je peux complètement... moi, je n'ai pas de problème avec l'utilisation de la souris, mais en fait, je pourrais vraiment diriger mon ordinateur à la voix, en fait. Mais moi, je m'en sers surtout pour écrire des mails, écrire tout simplement. En fait, je parle à mon ordinateur, je lui dicte. Donc, j'ai ça. J'ai Antidote qui me corrige les fautes. Là, maintenant, avec justement Office 360, il y a plein de choses. Voilà, j'utilise à ce niveau-là, quoi. J'ai aussi un logiciel qui me permet parce que tout ce qui est réglementaire vient des formats PDF. Donc, en fait, j'ai un outil qui me permet de transformer tous ces supports-là de façon à ce que je puisse les faire en format Word pour pouvoir les lire, quoi. Voilà. Merci.
Et donc, c'est un témoignage en regard croisé, puisque Madame Mi, vous êtes DRH, c'est ça, chez Pôle emploi? Oui, je suis DRH de Pôle emploi Corse. Ouais. Voilà, donc on voulait faire un témoignage à la fois agent-employeur. Alors, oui, je vais parler un petit peu plus largement de Pôle emploi au niveau de la région. Alors, en tant qu'employeur, alors c'est vrai qu'on a une politique vraiment volontariste, nous, au niveau du handicap, puisque aujourd'hui, on est au-delà du cadre légal, hein, puisqu'on a 12% de personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés au sein de Pôle emploi. Donc on travaille vraiment sur une communication décomplexée. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à accompagner en fait ces personnes pour qu'elles aient la même carrière. Et donc là, on a un bel exemple avec Marina. Là, ce qui est important, c'est de voir l'alliance en fait qui va se créer, donc à la fois avec ses managers, avec le service RH, puisqu'on a une référente au niveau de la région qui est une référente handicap, Véronique Biguel, qui aurait bien aimé être là mais qui était retenue à Bastia aujourd'hui. Et donc qui travaille aussi, qui va faire le lien avec Cap Emploi aussi, hein, donc qui nous aide sur ces sujets, et puis bien sûr sur les financements avec le FIPHFP. Donc on est vraiment en interdisciplinaire. On travaille aussi avec une assistante sociale, avec voilà différents services, et c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner. Donc on a un accord. Alors c'est vrai qu'on est une grosse structure Pôle emploi où on va porter tout ce qui va être autour de la diversité, de l'inclusion. On a la chance d'avoir un accord qu'on a signé en mai 2022 pour 4 ans, qui accompagne aussi tous les porteurs de handicap. Voilà, on a sur un accompagnement avec des possibilités d'heures pour aller sur des rendez-vous médicaux, sur des aménagements de poste, sur le télétravail aussi. Enfin voilà, donc on est plutôt engagé sur ces sujets. Donc merci en tout cas Marina pour ce beau témoignage, et de voir qu'effectivement elle a pu accéder à ce type de poste, c'est une belle réussite. Merci beaucoup. C'est avec Madame. J'ai fait mon petit déroulé. Merci. Merci. Non. Désolé. Pardon. Oui, voilà. Donc pour terminer un petit peu le tour d'horizon, donc on a voulu donner la parole aussi, donc Nathalie Mordicogne qui s'occupe de la RHF notamment, on va vous expliquer ce que c'est, parce que c'est un dispositif pivot qui accompagne, qui est encore un pivot entre cette fois-ci l'EPAS, Cap Emploi, les CFA, enfin pas que tous les organismes de formation, mais pour accompagner dans l'adaptation des parcours de formation. Et on a vu que les troubles cognitifs, concernaient beaucoup les parcours de formation aussi. Comme ça, on pourra terminer avec un témoignage d'un CFA. Ça... Oui, très bien. Je t'en prie. Merci François. Donc voilà, je vais vous présenter l'offre de service de la ressource handicap formation, la RHF, qui est une offre de service à destination des organismes de formation et des CFA pour les accompagner dans leur suivi auprès des apprenants en situation de handicap qu'ils reçoivent dans leurs différentes formations. Donc ça s'adresse à la formation continue, mais aussi dans le cadre des apprentissages. Des CFA, pardon. Donc cette offre de service, l'objectif principal est de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à toutes les formations du droit commun. Et donc on va prendre en compte de manière globale leurs problématiques. Donc cet accompagnement se fait sur 3 volets, donc toujours à destination des organismes de formation et des CFA. Le premier volet, c'est le développement d'une politique d'accessibilité de ces organismes de formation et CFA, c'est-à-dire aussi de les accompagner vers une démarche de progrès en continu. Ensuite, on a un appui à la sécurisation de parcours pour les situations individuelles de formation. Donc, on va venir en appui aux référents handicap des OFCFA. Et puis en 3e volet, la professionnalisation et l'animation des acteurs de la formation, l'objectif étant de favoriser une montée en compétences collective de l'ensemble de ces acteurs. Alors, on vous propose un petit bilan de nos interventions de la RHF en Corse. On a eu 86 sollicitations sur l'année 2022, dont 55 sollicitations représentent des besoins pour des parcours individuels de formation. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes intervenus pour accompagner les OFCFA dans leur accompagnement auprès des personnes en formation, de leur apprenants en situation de handicap. Donc, on se rend compte aussi que la majorité des apprenants sont à 66% des alternants. Donc des jeunes ou des moins jeunes en contrat d'apprentissage, puisque pour rappel, lorsqu'on a un statut de travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Donc du coup, ça permet
permet de voir un peu plus de personnes, et notamment sur des problématiques 10 où il n'y a pas non plus de limite d'âge. Alors, sur la nature des adaptations dans les situations individuelles, eh bien évidemment, en majorité, ce sont des aménagements pédagogiques que nous allons accompagner pour ces apprenants, avec notamment des accompagnements spécifiques sur les aménagements d'examen, comment leur permettre d'accéder à ces examens, mais aussi ce qu'on appelle l'aide humaine ou l'accompagnement socio-pédagogique dans le cadre du FIP, puisqu'il est pris en charge par le FIP pour cet accompagnement d'aide humaine en organismes de formation et CFA. Et puis, on a aussi, bien sûr, des aménagements techniques. Alors, la plupart des handicaps, et on le voit, c'est flagrant, ça correspond à 49% sur des troubles cognitifs. Mais c'est aussi en lien par rapport à notre public, parce qu'on a un public très jeune sur l'apprentissage. Et donc là, tout ce qui a été dit, ça se traduit maintenant. Nos jeunes apprenants se retrouvent avec des situations de 10, donc des troubles cognitifs identifiés à l'enfance et pour lesquels on poursuit cet accompagnement. Là, c'est le cas que vous aviez en commun, en fait. Voilà, oui. On voulait parler de Manon, qui est une apprentie en mairie, puisqu'elle travaille dans une mairie sur la Haute-Corse, et elle est sur un poste d'aide maternelle. Enfin, elle était, puisqu'elle a terminé son examen. Nous attendons ses résultats. Dans le cas des CFA et de certains organismes de formation, notamment sur les CFA, il doit y avoir un référent handicap. Donc le référent handicap doit se rapprocher des personnes qui vont s'inscrire pour des contrats d'apprentissage qui déclarent être en situation de handicap. Et à partir de là, ils vont évaluer les besoins en compensation. Donc une fois que ce bilan a été fait, donc un premier bilan de première évaluation par le référent handicap, eh bien le référent handicap va se rapprocher de la RHF, de la ressource handicap formation, pour être accompagné dans cette démarche. Comment puis-je aider le jeune au mieux dans son apprentissage? Il me parle d'une problématique. Quelle réponse puis-je l'apporter? Et c'est vraiment là le rôle de la RHF auprès des organismes de formation et CFA sur leurs apprenants. Donc la RHF va mettre en place un peu, coordonner tous ces acteurs et donc en fonction de la demande, bien faire rencontrer par exemple l'opérate que nous avons vu tout à l'heure, qui pour notamment établir un bilan plus approfondi, mais du coup trouver un référent de parcours. Donc ça veut dire qu'il y a le référent handicap qui est en charge le CFA, qui s'occupe des apprenants du CFA, puis il y a le référent de parcours de la personne, identifiée ou pas. Donc souvent nous travaillons avec le Cap Emploi pour permettre pour une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Ça peut être aussi, on a d'autres acteurs qui sont les CESAD par exemple, les jeunes qui sont accompagnés par des CESAD. Et du coup, nous allons nous solliciter avec les parties prenantes, et notamment le Cap Emploi, va mobiliser le prestataire opérate pour demander un bilan, donc une prestation d'appui spécifique. Et là, en l'occurrence pour Manon, c'était dans le cadre des troubles cognitifs. Donc le bilan va être mis en place, ça prend un certain temps, il va rencontrer toute l'équipe pluridisciplinaire qui a été listée sur les diapos précédentes, et à l'issue de ce bilan, il va y avoir une restitution de chacun des membres de cette équipe. Donc évidemment, il y a tout un travail derrière de que faisons-nous de cette restitution, et c'est là que la RHF intervient aussi, toujours en renfort au référent handicap, et propose donc d'organiser une réunion avec l'ensemble des parties prenantes pour co-construire ensemble un plan d'adaptation. Si vous voulez, la RHF, c'est un peu un facilitateur, une facilitatrice, puisqu'on est deux filles entre la Haute-Corse et Corse du Sud, c'est une facilitatrice qui va être là pour accompagner à la fois l'apprenant dans son objectif de réussite, mais surtout l'organisme de formation pour adapter ses cours. Alors là, pour Manon, les préconisations qui ont été faites, comme on est vraiment sur un trouble cognitif, c'était le premier aménagement, c'est l'aide humaine. Et donc, comme c'est une mairie, ça sera le dispositif accompagnement socio-pédagogique qui est prévu par la FUPHSP. Donc ça, on travaille avec le centre de gestion aussi, je vois Henri au loin, qui nous accompagne dans la mobilisation de cette aide, puisqu'en fait, le centre de gestion va accompagner l'employeur, donc là, en l'occurrence, la mairie, pour mobiliser cette aide. Donc on a un suivi de ce côté-là au niveau de l'employeur. Après, les autres préconisations sont des préconisations plus
pratico-pratique, je dirais en CFA, qui est des cours numérisés, des supports numérisés, ou en tout cas qui est toujours une restitution par écrit des cours qui ont été donnés, si ça peut pas se faire autrement que sous format numérique. Mais aussi, et ce qui était vraiment très important dans le cas de Manon, c'est la reformulation. Comment on explique un cours et comment on reformule ce cours. Donc l'aide humaine est là pour reformuler, mais aussi le formateur doit prendre en compte cette dimension et s'adapter un peu à cette situation. Et comme on l'a dit tout au début, on le fait pour une personne, mais ça facilite aussi la compréhension pour tous. Donc la classe bénéficie de cet accompagnement à un moment donné. Et puis dans le bilan, comme en général le Cap Emploi demande un bilan sur les apprentissages, mais aussi sur les aménagements, les compensations qu'il pourrait avoir éventuellement en entreprise, eh bien là, il a été évalué des difficultés toujours de compréhension des consignes en entreprise. Donc du coup, un retour négatif de l'employeur en disant elle ne suit pas, on ne comprend pas, il n'y a pas de progrès. Donc du coup, là, c'était charge au Cap Emploi d'organiser une réunion de sensibilisation de l'équipe de l'équipe de la structure, de la crèche, pour leur expliquer qu'en fait c'était pas la mauvaise volonté de Manon, mais peut-être des consignes données un peu trop en même temps ou pas claires, et que du coup il faut prendre aussi le temps pour regarder autrement ces personnes. Voilà, donc ça c'était pour le cas de Manon. Alors, l'offre de service de la RHF, non, je n'ai pas terminé, j'ai aussi un site internet. Merci. Donc, il y a le site RHF Corse, que je vous conseille vivement d'aller consulter, parce que nous avons notamment un centre de ressources qui développe bien les éléments sur les problématiques 10. Il y a des supports vidéo, des webinaires, donc ça c'est intéressant. Et puis, on peut dire que depuis juin 2022, il y a quand même eu 4330 pages de consultées. Donc, ça veut dire que on commence à se faire connaître via ce site et c'est intéressant. Et puis 68 ressources disponibles depuis 2022, mais on ne fait que grimper. Voilà, ça c'était pour notre RHF. Nos contacts, donc moi-même pour la Haute-Corse, c'est Alexandra Constantinos pour la Corse du Sud. Et j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Et donc pour terminer, c'est pas vraiment pour illustrer, parce que c'était déjà très illustré, mais pour rajouter le témoignage d'un CFA, justement. Monsieur Tarnier, je vous laisse un double témoignage en plus. Écoutez, déjà, je pense que dans un premier temps, il est nécessaire de vous remercier pour l'initiative et pour cette matinée ensemble. Déjà, je remercie tous les participants et toutes les personnes qui ont pu venir présenter leur thématique. C'était vraiment très riche, très intéressant et également qui nous permet aussi peut-être à un moment donné une prise en compte dans le cadre de l'enseignement que l'on propose au sein de notre CFA, des adaptations à réaliser. Je m'appelle Gilles Tarnier, donc je suis directeur du CFA du sport et de l'animation du CSJC. Cela fait plus de 20 ans, donc 25 ans que je suis dans cette structure, qui était l'ancien CREPS de Corse, donc sur un poste de professeur de sport puis attaché territorial. Je suis venu avec ma collaboratrice Cynthia, Cynthia Dubernard, qui va se présenter tout à l'heure, je suppose, et avec qui nous travaillons depuis plus de 20 ans ensemble sur la formation professionnelle au métier du sport et de l'animation, et depuis peu, donc, depuis 2018, septembre 2019 de façon opérationnelle, sur l'apprentissage, puisque le CFA du sport et de l'animation a été créé en 2018, exactement en novembre 2018, sous l'ère de notre ancien président, Petranto Tomasi, que je remercie ici, là, parce que c'est lui qui a été vraiment le fusible, je dirais, de tout ça. Et c'est vrai que nous, dans le cadre de ces troubles, on est très attentifs, parce que je vais intervenir finalement sur deux volets. Un premier volet qui va concerner l'apprentissage et un deuxième volet qui est un peu plus personnel. Voilà. Puisqu'au-delà de ma fonction de directeur du CFA du sport, j'ai aussi une fonction, on va dire pas une fonction, mais une particularité, je suis sportif de l'extrême. Voilà. Donc solidaire aussi. Donc sur l'apprentissage, je vais parler donc du premier volet. Le premier volet,
Alors nous, dans le cadre de l'apprentissage, on a déjà, si on fait par ordre chronologique, un premier... Alors, je n'ai pas de diaporama pour présenter tout ça. Hein. Moi, je ne suis pas très diaporama. Hein. Voilà. Donc, il y a un premier volet, donc, si vous voulez, une première étape qui consiste à prépositionner nos candidats, nos apprenants, nos apprentis. Cette étape de prépositionnement prévoit plusieurs questionnements, plusieurs questions d'engagement. Et dans ces questions d'engagement, il y a les méthodes pédagogiques, les préférences. Est-ce que je retiens mieux ce que je lis? Est-ce que je retiens mieux ce que j'entends? Est-ce que je retiens mieux ce que je vois? Etc. Donc il y a tout un questionnaire qui nous permet d'identifier les capacités finalement de cerner l'individu de façon à pouvoir lui adapter un parcours individuel de formation digne de ce nom. Et c'est vrai que je ne vous cache pas qu'à partir d'aujourd'hui, je vais intégrer dans ce questionnaire la question suivante, avez-vous un handicap invisible? Je pense que c'est nécessaire de le mettre, de l'intégrer, et bien sûr de pouvoir identifier au mieux, je dirais, la personne et ses besoins. Sachant que déjà la question est posée lorsque le futur apprenant consulte notre site internet. Du coup, on lui demande s'il est en situation de handicap. Okay. Vous m'entendez? C'est bon. Mais c'est vrai que on a rencontré des apprenants du coup qui n'assumaient pas, comme vous, de jeunes adultes qui voulaient être traités comme tout le monde et qui du coup ont fini par nous avouer la veille d'évaluation certificative que ils étaient dyslexiques, dysorthographiques, etc. Donc c'est vrai que aussi parler de handicap invisible, c'est très important parce que bien souvent les gens pensent que être en situation de handicap, c'est être en fauteuil roulant, avoir un bras en moins, il y a tout un tas d'autres troubles qui ne se voient pas. Voilà. C'était très bien de le préciser, Cynthia, et surtout n'hésite pas à intervenir, puisque j'aimerais que ce soit interactif. Voilà, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, voilà, il n'y a pas de souci. Oui, donc ça c'est très important, bien sûr, et je pense qu'on va l'intégrer dans notre fiche de prépositionnement. Au-delà de ça, je ne vous cache pas, et ça ce sera peut-être par rapport au deuxième volet qui me concerne plus personnellement, du coup, je ne vous cache pas que dans les méthodes d'apprentissage que l'on met en place, nous mettons beaucoup de méthodes actives et beaucoup de méthodes d'apprentissage par expérience, notamment le procédé de Kolb, je ne sais pas si vous connaissez, c'est expérience, explicitation, explication et expérimentation. Donc on est vraiment sur des activités, je dirais, de méthodes actives où on les met en situation très rapidement de façon à ce qu'on puisse, je dirais, le fait de les mettre de suite en situation nous permet par expérience d'avoir un retour immédiat sur les besoins, sur la capacité aussi à comprendre. Je pense que ça favorise l'apprentissage, le fait de mettre une personne tout de suite en animation, de la mettre avec un public, de l'accompagner, de mettre en place ce dispositif-là. Pour nous, il est intéressant parce que il permet justement de mettre tout de suite en situation pratique l'apprenant et l'apprenti. Donc c'est vraiment des méthodes que l'on utilise, c'est l'apprentissage par expérience. Et ça, c'est très important et ça a permis de répondre justement à des problématiques, mais pas que pour les problèmes d'handicap invisible ou les problèmes de 10, mais aussi pour les personnes tout à fait normalement constituées. Hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est très performant. Voilà, c'est très performant comme méthode. Là, c'était voilà sur les méthodes d'apprentissage, c'était important de le souligner parce que c'est vrai que au-delà des supports de cours que l'on peut leur proposer, on a une plateforme aussi Omnispace dans laquelle nous déposons les supports de cours, dans laquelle le livret du stagiaire est intégré. Voilà, donc on a tout un dispositif et un arsenal, je dirais, pour pouvoir mettre dans les meilleures dispositions notre apprenant et notre apprenti. Mais il se peut que parfois par manque de, je dirais, de peut-être à un moment donné des gens qui sont pas forcément, qui sont plutôt gênés, qui sont plutôt voilà. Donc
c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, je dis pas que c'est facile pour nous, c'est pas évident. On essaye de faire au mieux à ce niveau-là et on doit encore progresser. Et puis c'est le deuxième volet. Hein, je suis dyslexique. Ah, eh oui. Eh oui, il fallait commencer d'abord, je pense, par le premier volet, pour que peut-être derrière le deuxième volet soit un petit peu plus surprenant. Je suis dyslexique depuis tout petit. Alors ma sœur me criait dessus. Et Gilles, pourquoi tu fais pas tes devoirs? Et pourquoi tu fais pas ci? Et pourquoi tu fais pas ça? Et pourquoi alors? Mais pourquoi tu comprends pas? Mais c'est pas possible. Alors moi, je fais partie de ces gens-là, hein, qui étaient donc mal compris finalement. Et nous, on n'osait pas trop et on savait pas finalement. On n'avait pas ce recul et cette connaissance finalement de ce handicap. Donc je m'en suis fait un adage, vous savez, l'adage que je me suis fait, je vais vous le donner. Répéter n'est pas recommencer, c'est se construire. Voilà. Donc, pendant que mes collègues lisaient un petit paragraphe de 10 lignes une fois et qu'ils le comprenaient tout de suite, moi je lisais 5 fois, et 6 fois, et 10 fois, et 15 fois. Mais peut-être qu'à la fin, je le comprenais mieux que les autres. Et c'est comme ça que je me suis construit. Je me suis construit de cette façon, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans le monde du sport. Encore plus dans le monde du sport. Vous savez très bien que sans entraînement, on n'a pas de résultat. D'où la notion de répéter n'est pas recommencer, mais se construire. Donc voilà ce que je pourrais dire. Alors, et en plus de ça, donc, quand vous comprenez bien que les méthodes d'apprentissage que l'on a mises en place, et surtout cet aspect de 10, est davantage pris en compte dans le cadre de notre CFA, puisque je suis directement impacté par la thématique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, non, moi juste pour ajouter, parce que je pense que là, ça a été bien complet, et je pense que beaucoup de gens ont faim. Du coup, en ce qui concerne donc nos futurs apprenants, une fois que nous avons établi un diagnostic, du coup, c'est vrai que nous avons peu de personnes en situation de handicap qui viennent chercher des formations dans le milieu du sport. Nos BPGEPS, c'est vrai que voilà, mais on en a. Et voilà, si on rencontre du coup un futur candidat en situation de handicap, cette personne, suivant sa pathologie, peut du coup bénéficier d'allègements pour les tests de sélection, par exemple. Du coup, il doit faire une demande au préalable, une demande d'aménagement, du coup, auprès de la DRAGES, la direction régionale, délégation, ça a changé. Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, un questionnaire s'en suivra qui sera du coup validé par un médecin de la MDPH. Et du coup, cette personne pourra bénéficier d'allègements pour les tests de sélection. Et bien évidemment, on tiendra compte du coup de son handicap, des besoins de compensation, de cours, enfin d'allègement au niveau des heures de cours, d'avoir plus de pauses. Enfin voilà, on met tout ça en place avec donc notre apprenant. On a aussi, bien sûr, on est en lien avec Cap Emploi. Moi-même, je participe assez régulièrement, enfin du mieux que je peux, parce que c'est pas toujours évident d'avoir cette tâche. Du coup, de e-learning, et voilà. Et voilà, et de petites formations du coup qui nous sont très utiles. Voilà. C'est ça que tu voulais... Moi, je voulais juste compléter, parce que j'ai un CFA du sport et qu'on a fait quand même quelque chose d'intéressant avec le CFA de la Ligue Corse de rugby. J'ai été sollicitée par la RHF, en tant que RHF, j'ai été sollicitée par la mairie de Loumio pour un de ses bénéficiaires en apprentissage sur une situation de handicap. Alors, on n'est pas sur les troubles cognitifs, on est sur les troubles moteurs, mais très important. Et du coup, je profite parce que ça permet de donner aussi un ordre d'idée de ce qu'on peut mettre en place. Et donc, pour un BPGEPS, activité pour tous. Et il faut savoir que
des tests de sélection à ce BPGEPS, c'est le Luc Léger. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Luc Léger, mais c'est de courir en aller-retour, comme ça, pour que le cœur monte bien et qu'au 5e tour, on est mort. Ben, faut tenir jusqu'au 12e, je crois, je ne sais même plus combien, 9. Bon, voilà, enfin, c'est, voilà. Puis, évidemment, on fait ces tests quand il fait chaud, c'est encore mieux pour l'évaluation. Donc, du coup, j'ai été sollicitée par le référent handicap de la Ligue Corse pour voir ce qu'on pouvait faire, puisqu'il y a un contrat, il y a un emploi, il y a une mairie qui est volontaire, qui veut le garder, qui veut l'insérer, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, on a réfléchi avec l'opérate, puisqu'on a sollicité l'opérate et le médecin aussi, qui, là, on a encore une épreuve blanche fin juillet, pour 3 bénéficiaires sur l'option activité pour tous. Et donc, ça a été fait l'année dernière, ça a été mis en place pour l'année dernière. Ça veut dire qu'on peut aménager des tests sportifs pour des personnes qui veulent aller sur des activités sportives. Et juste pour un titre d'exemple, comment on a compensé ce test? Eh ben, pour ceux qui le peuvent, on leur fait faire du vélo. Et apparemment, ça donne les mêmes résultats. Voilà. Donc, on a compensé. Merci beaucoup. Très vite, merci. Effectivement, alors nous on est en relation avec la Dragesse de Corse et donc il y a un imprimé qui nous permet donc d'identifier et un médecin handisport qui permet d'adapter, de nous faire adapter les textes. Et c'est vrai que ça existe, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des personnes en difficulté motrice qui ont eu des graves accidents et auxquels on a adapté les tests d'entrée de façon à ce qu'ils puissent accéder à la formation. Hein, et après avec un parcours individualisé donc approprié. Hein. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette matinée. Comme promis, il y a un temps convivial autour d'un buffet. Et normalement, on m'a fait un signe, j'ai pas été voir, mais je crois qu'on a réussi à le déplacer vers un endroit plus ventilé que le patio. Voilà, c'est la bonne nouvelle. On a encore 4-5 minutes. Je pensais qu'on allait être très en retard sur le programme. Finalement, merci beaucoup à tous les intervenants de cette table ronde et les précédents pour avoir aussi bien respecté le timing. Si vous voulez, donc, on pourra encore échanger au cours de ce temps convivial. Mais s'il y a une ou deux questions encore avant de clôturer, voilà, s'il y a des personnes qui doivent partir et qui veulent interpeller nos intervenants de cette table ronde ou de la précédente qui sont encore dans la salle, levez la main, je peux vous amener le micro. Alors, je suis conseillère de prévention à la préfecture. Je suis maman d'un multi-10, et puis 3, hein, pas 1, pas 2, 3. Avec un parcours hyper atypique. Donc, dans pas longtemps, on va se retourner à la MDPH et le reste, parce que nous, on est passé à travers tout. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé par la phase 2 avant la phase 1, puisque personne ne bougeait. À l'issue de la phase 2, on s'est débrouillé tout seul, on a tout sorti, 0 financement, sinon ça serait pas drôle, de notre poche, pour pouvoir avoir une prise en charge individuelle. Maintenant, on va pouvoir donc justifier qu'il est bien multi-10, un comble. Et donc, ce qui est bien, c'est que tout ça, normalement, il y a des aides financières pour compenser, pour que nous, derrière parents, on puisse tenir. Donc, bien sûr, on n'y a pas droit. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut faire un débrief général, c'est-à-dire que du parcours de tout petit, où c'est un parcours de combattant, c'est-à-dire pour les parents, comme pour l'enfant. C'est-à-dire que ça part du harcèlement, ça part de l'isolement, ça part de la difficulté, ça part pour les parents en mode saturation, on peut plus, l'administration, on la voit plus en peinture, autant que l'enfant d'ailleurs au final. Avec finalement un parcours qui existe, un guide que l'on découvre, qui existe mais qu'aucun parent n'a, comme ça au moins c'est encore plus simple, on sait pas où on va. Avec des parcours qui existent de soutien, on voit quand même qu'on a l'éducation nationale, avec les CFA entre autres qui sont mobilisés. On voit, moi maintenant il va rentrer à Saint-Paul, on voit qu'on a des enseignants, on voit qu'on a des équipes éducatives qui sont quand même sensibilisées à cette problématique. On a aussi des administrations qui sont de plus en plus sensibilisées. Alors nous on est à 15% d'intégration, donc au niveau de l'inclusif on est quand même franchement pas mal, hein. J'ai fait le point hier. Et malgré tout ça, on a soulevé quelque chose qui, en tout cas pour revenir à la problématique de l'emploi, et notamment avec les 3 fonctions publiques, ce qui a été dit au tout début, c'est les concours. Le tiers-temps ne suffit pas, puisqu'ils n'accéderont jamais, puisque bien sûr ils feront trop de fautes, puisque bien sûr ça sera pas compréhensible, et parce que peut-être qu'ils seront partis en hors-sujet, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le comprendre. Donc clairement, malgré tous les parcours qui existent, on a une mauvaise information, un mauvais accompagnement,
quelque chose qui est encore dans l'omerta totale et des adaptations qui ne sont pas trop liées, et alors qu'on est tous hyper volontaires dans la chaîne. Voilà, pour moi, c'est un peu le débrief de tout ce qu'on a entendu ce matin, avec les alertes, puisque finalement, on n'est pas là aujourd'hui normalement que pour présenter les 10, mais peut-être pour mettre des idées et mettre des lumières sur des problématiques sur lesquelles on doit absolument travailler. Et je pense que les outils y sont, la volonté y est, mais en fait, on n'est pas encore reliés les uns aux autres et on n'a encore pas, donc, du coup, la solution nécessaire pour gagner du temps, l'efficacité, la réactivité et derrière être bon, quoi. Bah, j'espère du coup que cette initiative permettra d'aller dans le sens d'amélioration que vous décrivez. Vous voulez répondre ? Je peux peut-être juste dire un petit mot. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les concours administratifs tels qu'ils existent sont pas vraiment adaptés aux jeunes qui sont confrontés à ces problématiques 10, même s'il y a des dispositifs de compensation, mais qui vont sûrement pas assez loin. Par contre, on a une voie d'accès à un emploi public pérenne, on en parlait tout à l'heure, qui est l'apprentissage. Et des mesures ont été mises en place dans le cadre de l'apprentissage qui permet à une personne, jeune ou moins jeune, qui a été en apprentissage au sein d'un employeur public, de pouvoir ensuite être pérennisée dans la fonction publique, donc devenir fonctionnaire titulaire sans passer par les concours, après avis d'une commission qui, voilà, au vu de ses diplômes, de sa période d'apprentissage, va valider le fait qu'il a les compétences et qui, voilà. Pas uniquement dans le cadre de l'apprentissage. Il y a des nouvelles dispositions, ouais, tout à fait. Il y a des nouvelles dispositions qui ont été mises en place parce que on se rend compte que l'apprentissage, c'est pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, une voie qui vraiment facilite l'accès à la fonction publique, et donc on développe cette voie-là en justement facilitant un accès direct sans passer par la case concours qui peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Donc j'espère peut-être que si votre enfant demain veut venir travailler dans la fonction publique, il pourra bénéficier de cette voie d'accès qui sera sûrement plus accessible. Une dernière ou avant-dernière réaction ? Oui, allez-y. Moi, je vais dire un mot de félicitation parce que je suis très impressionnée. J'assiste quand même à pas mal de manifestations, de conférences, de colloques. Et là, je dois dire que bravo parce que le niveau est excellent. Les interventions sont excellentes. Et surtout, je suis extrêmement rassurée aussi parce qu'on est très prompt. Enfin, nous, on ne voit que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Malheureusement, dans notre délégation, on nous remonte que les situations compliquées et difficiles. Bon, c'est normal. Et là, de voir en particulier vous, professionnels, et notamment l'unité de bilan 10 excellente. Je ne connaissais pas ce projet, ce dispositif, et donc bravo. Et des interventions qui ont montré que vous étiez parfaitement aux dernières données de la science, et c'est pas toujours le cas. Donc, je crois que la Corse est entre de bonnes mains, et ça, c'est déjà un point, je vous assure, qui est extrêmement important. Donc, bravo et vraiment félicitations. Bon, ça y est, je crois que tout le monde a bien chaud et bien faim. Il est temps pour nous de conclure. Je vous laisse prendre la parole. Je vais dire quelques mots de conclusion, mais rassurez-vous, ce sera rapide. Juste pour rebondir sur tout ce qui a été dit ce matin, qui a été très très riche. Merci à tous les intervenants de nous avoir fait partager leurs expertises et puis leurs témoignages, et d'avoir osé aussi prendre la parole. On en sort tous, je pense, grandis et un peu plus sachants sur cette question-là qui est un peu complexe. Pour vous dire que bien sûr, le FIPHFP est très mobilisé. On a parlé de son programme exceptionnel. On s'inscrit aussi dans la droite ligne des mesures qui ont été annoncées par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap le 26 avril dernier. Et je voudrais notamment rebondir sur 3 axes sur lesquels nous allons et nous travaillons déjà plus particulièrement. Le déploiement sur tout le territoire des plateformes de prêt de matériel. Et là, vous êtes vraiment en avance de phase, innovant, puisque hier, vous avez inauguré le lancement d'une de ces plateformes de prêt de matériel. On en a parlé avec l'association ici bien représentée, et c'est vraiment un outil qui peut répondre aux besoins des employeurs publics, des personnes en situation de handicap. Et donc, notre objectif, c'est vraiment que partout, en métropole, en outre-mer, pour tous les types de handicap, on puisse voir se mettre en œuvre ce type de plateforme.
Deuxième objectif, l'accessibilité numérique. On en a parlé aussi. Le FIPHFP a été assez précurseur en la matière à travers ses aides, mais on continue à y travailler, comme le disait Thierry Allemand, puisque nous sommes en train de monter un partenariat avec la direction du numérique de l'État. Et on veut y consacrer vraiment des moyens substantiels pour accompagner notamment les collectivités locales, dont on sait qu'elles ne sont pas toujours dotées de l'expertise en interne, ni des logiciels métiers parfaitement accessibles. On a des logiciels grand public, on a des sites internet, mais pour l'emploi public des personnes en situation de handicap, et notamment les personnes en situation de trouble 10, on a besoin d'applications métiers parfaitement accessibles. Donc, au FIPHFP, on est très mobilisé pour les financer et former aussi les personnels des collectivités locales. Il n'y a pas que le référent handicap, il y a le secrétariat général, les services informatiques qui doivent être mobilisés sur ce sujet. Et puis enfin, l'accompagnement des parcours professionnels. Là aussi, on en a parlé, hein, les aides techniques, c'est bien, mais on a besoin d'aide humaine. Heureusement, c'est indispensable pour accompagner les collectifs de travail et les personnes en situation de handicap. Et on va travailler avec l'État, mais également avec la fonction publique hospitalière et territoriale, à la mise en place de dispositifs de tutorat, coaching, mentorat, pour vraiment lever les freins externes, mais aussi internes, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autocensure, vous l'avez dit, madame, hein, pour se projeter sur un emploi avec plus d'expertise, plus de responsabilité, plus de management. Et donc, on veut soutenir financièrement demain ces dispositifs-là pour que vraiment, au sein de la fonction publique, les personnes en situation de handicap elles puissent dérouler un parcours de carrière comme n'importe quel agent public. Donc voilà un petit peu nos perspectives dans les mois à venir. Vous voyez qu'il y a du travail, mais voilà, on le fera bien sûr avec vous pour que ça réponde vraiment aux besoins des employeurs et des personnes. Et juste pour terminer, vous dire que les interventions de ce matin, elles ont été très riches. Et donc, toute la séance a été filmée, comme vous avez pu le voir. Donc, si vous voulez revoir certaines séquences, et surtout, comme le disait le sous-préfet ce matin, porter la bonne parole, n'hésitez pas, le lien vous sera communiqué prochainement, mais à diffuser justement le lien de cette séquence pour que d'autres puissent la revoir et puis ainsi accéder à toute cette information très riche de ce matin. Et parce que l'objectif de cette séquence aujourd'hui, c'est pas que ce soit l'aboutissement, même si c'est quand même l'aboutissement d'un gros travail de préparation, mais il faut vraiment que cette troisième étape du Tour de France des handicaps invisibles, ce soit un point de départ pour vous, pour votre région, pour tous les acteurs de Corse, pour continuer à avancer, continuer à accompagner, continuer à partager vos bonnes pratiques, et puis pourquoi pas demain construire encore de nouveaux partenariats et proposer de nouveaux dispositifs. Ils sont déjà riches, mais il y a toujours, comme le disait madame, des marges d'amélioration et de progrès. Et pour ça, on a besoin d'avancer tous ensemble. Donc merci encore. Et puis place au moment de convivialité.